Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette masterclass qui parlera de ChatGPT. Je suis content de vous avoir à cette réunion. Vu que tout le monde me connaît, je n'ai donc pas besoin de me présenter. On va aller droit au but. Aujourd'hui, nous avons appris la précédente fois ce qu'était l'intelligence artificielle. Nous avons également vu qu'il y avait plusieurs catégories d'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles dites faibles, les intelligences artificielles dites fortes et autres. Nous avons dit aussi que ChatGPT et tout ce que nous avons comme intelligence artificielle se trouvait dans la catégorie des intelligences artificielles faibles. Aujourd'hui, nous avons un cas spécifique qui est ChatGPT, qui est comme ce que Madame Arlette Tapé vient de nous dire, un outil conversationnel. Nous allons ensemble apprendre ce que c'est et surtout, nous allons apprendre comment l'utiliser parce que c'est surtout ça qui va nous aider à aller de l'avant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce qui est intelligence artificielle, nous avons des catégories. Nous utilisons, comme vous le savez, l'intelligence artificielle un peu partout, dans tout ce que nous faisons. Souvent, quand vous êtes en train d'écrire une phrase, vous l'avez sûrement déjà vu. Vous êtes en train d'écrire soit un mail et puis vous vous rendez compte que la suite de ce que vous voulez dire s'écrit seul. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cela? Oui, Oui, plusieurs moi, fois. oui, bien sûr. Oui, Voilà. oui. C'est simplement l'intelligence artificielle qui, en fonction de ce que vous commencez à écrire, devine ce que vous allez dire après. Donc, vous faites des propositions. L'intelligence artificielle, nous l'utilisons dans nos téléphones presque tous les jours. L'un des exemples les plus palpables, c'est lorsque nous utilisons les outils de navigation comme Google Maps, où je quitte d'un point A, je vais à un point B. Lorsque je spécifie cela dans Google Maps me calcule la distance en termes de kilométrage, me choisit l'itinéraire le plus rapide, parce que c'est cela, me choisit l'itinéraire le plus rapide pour arriver à mon point d'arrivée et me dit combien de temps est-ce que je vais mettre pour arriver dans cet endroit-là. C'est vraiment magnifique cela. Et cela est basé essentiellement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous parlerons de ChatGPT. Je vais commencer à vous partager mon écran. On va prendre un écran vide d'abord. Donc, je vous partage ici. ChatGPT, c'est un chatbot. Chatbot, ça veut dire c'est un robot conversationnel. Il y en a existé, il y en a eu depuis des années. Si vous vous souvenez, un moment, quand vous alliez sur les pages, surtout Facebook des entreprises, dès que vous arrivez, on vous montre une série de questions. Et lorsque vous choisissez la question, on vous envoie automatiquement une réponse. C'était des réponses préenregistrées. Il y a eu des évolutions et ces évolutions-là sont arrivées jusqu'à donner ChatGPT qui, lui, est capable de nous faire une simulation, c'est-à-dire de répondre en prenant en considération le langage humain, ce que l'homme comprend et comment est-ce que l'humain agit, c'est ce que ChatGPT fait. Ah, Pour quoi? avoir accès à ChatGPT, je peux écrire ChatGPT simplement dans le navigateur. Ça m'envoie
Donc, j'ai lancé la recherche, je suis arrivé ici. ChatGPT, en réalité, est lancé par la société qu'on appelle OpenAI, donc openai.com. Donc, que je prenne celui-ci ou ça, je peux venir sur le site de OpenAI directement. Et à travers ici, je vais choisir d'aller sur ChatGPT. Même si je choisis ChatGPT directement, il m'envoie ici. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ils doivent simplement s'inscrire sur Sanyap. Si vous êtes déjà inscrit, comme Madame Arlette Tapé, vous cliquez sur Login. Si vous n'êtes pas inscrit, vous cliquez sur Sign Up simplement. On va demander votre adresse email, vous mettez l'adresse email et vous continuez. Il y a des options de connexion, soit par Google ou par quoi que ce soit. Mais moi, je vous recommande de vous enregistrer avec une adresse mail. Parce que si vous enregistrez avec Google, le jour où vous voulez vous connecter, si le Google, enfin, le compte mail n'est pas connecté sur le navigateur ou sur le téléphone que vous utilisez, vous n'allez pas pouvoir utiliser ChatGPT. C'est pareil, le conseil est valable pour tous les sites où on vous demande de vous connecter à travers votre mail en direct. Donc, choisissez l'option de saisir votre adresse email et après d'avoir saisi le mot de passe. Je vais aller là où je suis déjà connecté. Quand vous le faites, on vous envoie un email que vous devez valider, tout simplement. Et dès que vous arrivez, voici comment est-ce que l'interface se présente. C'est, j'ai envie de dire, un vide. Et tout ce que vous voulez faire, vous allez simplement l'écrire ici. On a dit que c'était un chatbot, donc un robot conversationnel. Il vous aide dans les différentes conversations. Vous pouvez le prendre comme un ami, comme un compagnon, comme tout ce que vous voulez. Mais tout ce qu'il vous dira sera écrit. Les gens l'utilisent beaucoup plus en termes de support client automatisé, donc répondre aux requêtes, assistance à l'apprentissage en ligne. Il est un très bon générateur de contenu. Nous allons le constater. Il aide à la rédaction. Certains l'utilisent dans le domaine du marketing et autres. C'est, comme on le dit, un robot. Je vais demander, est-ce que quelqu'un a déjà, parmi vous, a connu l'ère de Encarta? J'arrête le partage. Qui a connu Encarta? L'encyclopédie Encarta. C'était dans les années 2000 que ça existait. Oui, j'ai connu un Encarta. D'accord. Non, moi, je l'ai utilisé. Oui, parfaitement. D'accord. Pour ceux qui l'ont utilisé, très cher coach Namon, dites-nous, que faisait Encarta? Encarta, il fonctionnait un peu comme un site connecté où lorsque tu fais une recherche, automatiquement, tu l'as. Tu cherches la définition d'un mot, tu l'as. Tu lances une idée, tu as une définition. D'accord. Merci beaucoup. Encarta était une encyclopédie en réalité, comme l'a dit le coach Namon, que je salue. Une encyclopédie, c'était, comme je l'ai dit, dans les années 2000. En ce moment, on avait déjà fait l'amorçage de l'ère informatique, mais c'était nouveau de savoir qu'on pouvait trouver autant d'informations. Et en Qatar, on l'installait, c'était une application, c'est vrai, une encyclopédie, mais on l'installait aussi sur l'ordinateur, puisqu'en ce moment-là, l'Internet n'était pas vulgarisé comme maintenant. Donc, on installe un Kata. Celui qui a un Kata installé sur son ordinateur, mais il était comme un dieu. Il pouvait faire toutes les recherches. C'est tout cela, en fait, qui a été remplacé par Google aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas connu l'ère en Kata, considérez que c'est ce que fait Google aujourd'hui. Ou bien même Wikipédia. Wikipédia, là, tout le monde a connu Wikipédia parce que Wikipédia continue d'exercer, même s'ils ne sont plus aujourd'hui, ils n'ont plus la palme comme ils l'avaient parce que il y a aujourd'hui beaucoup de sites qui font dans le même genre. Si vous voulez, ChatGPT est un peu comme un Encarta, est comme Wikipédia multiplié par 10 ou par 100.
multiplié par 10 ou bien par 100. C'est phénoménal la mémoire qu'a ChatGPT. Avant de continuer, on va faire un petit rappel sur la façon de réfléchir parce que, comme on a eu à le dire, c'est l'intelligence artificielle. De façon normale, comment est-ce que l'intelligence fonctionne? Qui veut nous aider? Comment est-ce que l'intelligence fonctionne? Le processus de réflexion. Qui a une Je vais idée? essayer. Allons-y. Bon, on reçoit l'information, Oui, euh, on traite, enfin, le neurone traite oui, l'information. oui. Ensuite, comment on dit, l'inf- j'ai oublié, l'inf, wow, Laissez l'inf- le nom. bon. Ensuite, il y a un mode qui sépare Oui, l'information, celui du vrai et du faux. d'accord. Et ensuite, on le rend. OK. Merci beaucoup. Oui, Sidiki. Je vais essayer. Merci, merci. Sidiki. D'accord, merci bien pour la parole. Moi, je voulais parler, bon, c'est comment fonctionne l'intelligence artificielle, je voulais évoquer. Et derrière, il y a un modèle, en fait, qui est écrit, qui, en Mhm. fait, apprend au fur et à mesure que, en fait, les questions qu'on envoie aussi, lui aussi, il apprend. C'est un Effectivement. modèle qu'on entraîne et jusqu'à un certain moment, et il devient autonome pour D'accord. pouvoir répondre. C'est-à-dire, il apprend comme un enfant que nous avons Oui. au fur et à mesure qu'on l'inculque certaines valeurs et quand il va grandir, il peut reproduire ces valeurs-là sans la présence de ses parents, en fait. Oh, Donc, c'est à peu près, bon, comment fonctionne l'intelligence artificielle. merci beaucoup. Nana Sidiki, bon, je suis de base informaticien, donc je comprends, en fait, en programme. Donc, je comprends. Et ça fait plaisir de voir que, voilà, d'apprendre avec vous. Nous apprenons ensemble. Oui. Donner la parole à Guy Richard pour sa contribution. Ok, comme vous avez demandé tout à l'heure, merci pour la parole déjà. Vous avez demandé d'expliquer un peu le processus de l'intelligence en général, je crois. Voilà, je pense qu'en général, l'intelligence fonctionne comme suit. D'abord, il y a une accumulation de connaissances. Voilà, on accumule d'abord les connaissances de façon diverse. Ensuite, le cerveau se charge de commencer à créer des relations entre toutes ces connaissances accumulées. Et lorsqu'on passe le cap de cette mise en relation de connaissances accumulées, on passe maintenant à une certaine maîtrise. On va appeler ça de la maîtrise ou, je sais pas, de l'expérience. Chez les hommes, on a l'habitude de dire comme ça. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, cette personne qui a une certaine base de données de connaissances, qui arrive à les mettre en relation pour répondre à certaines préoccupations, va créer, on va dire, des schémas de réflexion qui vont l'aider à réagir plus vite quand elle sera en face d'une certaine situation. Ce qui va faire que quelqu'un qui est expérimenté ne va pas mettre plus de temps à réagir lorsqu'il sera en face de la situation parce qu'il a déjà accumulé une certaine, on va dire, maîtrise de ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. C'est super. Bravo. Donc, au résumé, le processus de l'intelligence, c'est qu'on est devant une situation. Nous prenons d'abord l'information de la situation et nous avons, comme ils l'ont dit, une base de connaissances déjà. C'est pourquoi ceux qui sont intelligents, plus intelligents, ce sont ceux qui ont été le plus confrontés à des situations où ils ont été un peu comme des leaders, où ils étaient devant ou bien où ils étaient seuls. Parce que lorsqu'il y a une situation, nous envoyons l'information d'abord et l'information va être comparée à la base de connaissances que nous avons. L'information va être comparée à la base d'informations que nous avons. Et c'est ce qui va faire que vous allez voir que lorsqu'un enfant, un bébé voit un serpent, comme il n'a pas d'information préalable sur le serpent, il voit l'information, il voit le serpent comme un jeu. Par contre,
Par contre, quand vous savez que le serpent, il est dangereux ou il est ceci ou il est cela, même si vous le voyez à la télévision, vous avez peur. Donc, il y a cela. Vous prenez l'information, vous comparez l'information avec votre base de connaissances, c'est-à-dire tout ce qui est information ou connaissance que vous savez, vous comparez. Si vous comparez et que vous n'avez pas quelque chose qui colle, c'est-à-dire vous ne savez rien de cela, on rentre dans une phase de l'inconnu, c'est-à-dire cette chose est inconnue pour vous. Comme elle est inconnue pour vous, vous allez analyser maintenant l'environnement. Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous estimez que cette chose peut être dangereuse? Si vous avez eu l'habitude d'être confronté à des choses dangereuses, automatiquement, vous allez prendre ce qui est inconnu comme dangereux. Si vous avez vécu dans un environnement où les choses n'étaient pas dangereuses, vous allez considérer que ce qui est inconnu pour vous n'est pas forcément mauvais. Donc, il y a cela que vous allez faire, ce travail-là. Vous allez comparer l'information reçue dans votre base de données. C'est ce qui fait que quand un moustique vous pique, vous savez à quoi ça ressemble. Vous n'avez même pas besoin de regarder pour savoir si c'est un moustique. Vous tapez automatiquement parce que vous savez que tel type de douleur est infligé par un moustique. Mais si c'est quelque chose d'autre qui vous pique, votre réaction va être différente parce que c'est une information nouvelle que vous êtes en train d'engranger. Du coup, dans le processus de réflexion, on a, si vous voulez, un peu comme un disque dur, c'est-à-dire un gros bagage de connaissances préalables avec lesquelles on va à chaque moment confronter les nouvelles informations. Quelqu'un qui a beaucoup connu de choses va avoir des réactions un peu plus rapides. C'est ce que Richard disait, que quelqu'un qui est expert dans un domaine va réagir plus vite face à une situation. Parce que dans sa base de connaissances, il y a beaucoup d'informations tout simplement. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est intelligence et autres. Bien sûr que l'intelligence humaine, il y a l'émotion qui va s'ajouter. Donc, on a forcément quelque chose qui est émotion. Et puis, on a également les motivations qui vont nous pousser. Si nous n'avons pas les mêmes motivations, nos réactions ne vont pas être forcément les mêmes choses. De façon un peu, on dit que être intelligent, c'est savoir répondre rapidement à une situation qui peut être complexe. Voilà. Donc, c'est déjà cela. L'intelligence artificielle, c'est la même chose que l'intelligence humaine, mais qu'on a transportée dans les machines, donc dans l'ordinateur. L'ordinateur, de façon basique, n'est pas intelligent. Ça, tout le monde le sait. Celui qui ne sait pas que l'ordinateur n'est pas intelligent, qu'il dise, et puis je vais lui montrer que l'ordinateur n'est pas intelligent. Mais dans l'ordinateur, on a écrit des programmes qui simulent l'intelligence, comme ont eu à le dire ceux qui ont fait les contributions. Ce sont des programmes qu'on écrit et le programme respecte exactement ce que le créateur a défini. J'appelle le créateur le programmeur à travers des processus. Des processus, donc on parle d'algorithmes et patati et patata. Bon, ça, on n'a pas besoin de rentrer dans tout cela. Mais c'est un programme qu'on écrit. Ce qui fait que si vous allez dans un supermarché et que vous enlevez l'étiquette d'un stylo, vous enlevez l'étiquette de ce stylo-là, par exemple, et que vous collez au téléphone, arrivez à la caisse. Lorsque la machine va scanner l'étiquette, selon vous, c'est le prix de quoi je vais payer? Le prix du stylo. Ça Le sera le stylo. prix du stylo. Voilà, le prix du stylo. Pour dire que les machines ne respectent que ce qu'on leur a dit. Donc, si j'enlève l'étiquette du stylo pour coller au téléphone, arriver à la caisse, je vais payer le prix du stylo et ça va être comptabilisé dans leur ordinateur comme si c'était un stylo que j'avais acheté, simplement. C'est la même chose chez nous ici. Les intelligences artificielles ont été programmées pour respecter des besoins spécifiques. C'est pourquoi, si vous prenez Google Maps, ça va vous faire la cartographie et ça va vous calculer en fonction des embouteillages et tout ça. On va vous même mettre les zones rouges.
Au chat GPT, on lui a dit qu'il doit être un assistant humain. Il a donc la possibilité de nous donner des réactions comme des hommes. Comme un homme, il peut aussi se tromper. Nous avons déjà appris à nous inscrire. Nous allons apprendre maintenant son utilisation. Son utilisation est simple. Vous lui posez des questions et il répond. Vous lui posez des questions de tout type. Si je le salue, je dis bonjour, il va répondre. Vous voyez, il répond bonjour. Puis-je vous aider aujourd'hui? Il comprend plusieurs langues. Si je le salue dans d'autres langues, il va répondre dans la langue que j'ai utilisée. Je décide de le saluer en anglais. Good morning. Il me demande quelle réponse est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite good morning, how can I assist you today? Ou bien réponse de good morning, how can I assist you today? Les deux réponses en réalité sont les mêmes, mais il me demande de choisir. Donc là, par exemple, il a donné deux réponses identiques. Généralement, les réponses ne sont pas les mêmes. Je peux le saluer dans une autre langue. Il va répondre. Je décide de le saluer, par exemple, en chinois. Donc, je le salue en chinois, ni hao. Vous voyez, il a répondu en chinois. Donc, je peux lui demander de traduire. ChatGPT est multilingue et il nous permet de traduire ce que nous voulons. Ça veut dire quoi? Vous pouvez utiliser un texte. Je vais lui dire ce qu'il a dit, je n'ai pas compris. Je vais copier. Je colle. Je dis, traduis-moi ceci, s'il te plaît. Il dit, bien sûr. Il a écrit et puis il dit, c'est traduit en anglais. Hello, how can I help you? Vous voyez? Je dis, je n'ai pas compris. Ou bien, je ne comprends pas anglais. Donne-moi la traduction en français. Voilà. Il nous dit, bien sûr, la phrase chinoise se traduit en français par bonjour, comment puis-je vous aider? Est-ce que vous comprenez déjà comment est-ce il fonctionne? Ça peut être un texte. Il va traduire cela dans la langue que je souhaite. Il va traduire. On peut utiliser ChatGPT dans presque tous les domaines. Qui veut me donner un domaine d'utilisation? Qui est bon dans, enfin, son domaine d'utilisation? Un volontaire pour me dire? Rechercher une information dans un livre. D'accord. Donc, un livre. Déjà, donne-moi le nom d'un livre. Je prends par exemple Père riche, Père pauvre. Donc, Voilà. de quoi parle le livre Père riche, Père pauvre? Père riche, Père pauvre est écrit par Robert Kiyosaki. Il s'agit d'un livre de développement personnel, financier, qui explore les attitudes et les approches financières de deux pères aux antécédents économiques très différents. Le père biologique de l'auteur, qui l'appelle père pauvre, est le père de son meilleur ami qui l'appelle père riche. Donc, vous voyez, il me donne, si je n'ai jamais lu avec ces quelques phrases-là, est-ce que vous pensez que il me donne l'information du contenu pour ceux qui l'ont lu? Père pauvre est un homme bien éduqué, mais avec une mentalité de salarié, qui croit en la sécurité de l'emploi et préconise l'éducation traditionnelle pour réussir sa vie. En revanche, le père riche est un entrepreneur autodidacte qui encourage l'investissement, la prise de risques et la création de richesses par les moyens autres que le simple travail. Le livre met en lumière les différences de mentalité, de philosophie financière
entre les deux pairs et offre des leçons pratiques sur la gestion de l'argent, l'investissement et la construction de la richesse. Il encourage les lecteurs à mettre en question les croyances traditionnelles sur l'argent et à adopter une perspective plus proactive et entrepreneuriale en matière financière. Pour ceux qui l'ont lu, moi je l'ai eu en livre audio. Est-ce que vous pensez que le livre est bien résumé? Oui, moi je l'ai lu et je pense que c'est un bon résumé. Voilà. Un Donc, bon résumé. Bon. Super bien résumé. super bien résumé. Bravo. Donc, voilà ce que ChatGPT déjà est capable de faire. Mais ce qu'il a dit, supposons qu'on veut expliquer le livre Père riche, Père pauvre à un enfant, par exemple, de 10 ans. Est-ce que tout de suite, vous avez la possibilité de résumer pour un enfant de 10 ans? Moi, non. De façon simple Oui, et claire. on peut. Oui, Non, on on peut peut. lui demander d'expliquer aux On peut. enfants, non? À un enfant de Non, je 10 parle ans. d'un humain. Un humain, là, si on dit d'expliquer à un enfant, on va durer. Non, ça sera difficile de pouvoir expliquer à un enfant de 10 ans. Hein. Donc, on va lui demander. Je lui dis très bien. Comme c'est un robot conversationnel, donc je fais la conversation comme si c'était un humain. Très bien. Je veux expliquer cela à mon fils de 10 ans. Donc, voilà ce qu'il va dire. Tu sais, il y a différents moyens de penser à l'argent. Certains, bon, il est en train d'écrire un peu trop, de penser à l'argent. Certains pensent qu'il faut travailler très dur toute sa vie pour gagner de l'argent, comme le père pauvre dans ce livre. Il croit en la sécurité de l'emploi et pense que l'éducation traditionnelle est le seul chemin vers le succès. D'un autre côté, il y a des gens comme le père riche. Il a appris à faire travailler son argent pour lui en investissant et en prenant des décisions financières intelligentes. Il sait que l'éducation financière et l'investissement peuvent aider à créer la richesse. Le livre nous enseigne que l'éducation financière est très importante. Cela signifie comprendre comment l'argent fonctionne, comment investir et comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous, au lieu que nous travaillions seulement pour l'argent. C'est comme apprendre un jeu. Plus nous en savons, meilleures sont nos chances de bien jouer et gagner sa vie. Je pense que c'est bien résumé. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Wow, vraiment. Maintenant, comme je veux expliquer à un enfant, il y a déjà, par exemple, une histoire là-dedans. Sinon, je lui aurais demandé de me donner une histoire pour compléter cela. Mais le livre est déjà une histoire, donc je ne veux pas lui poser la question. Mais comme c'est une intelligence artificielle, je vais lui demander, peux-tu me donner... Oh, faut couper là. Allez, t'en prie. Attention, pas de palabres, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à fermer son micro. OK. Donc, je vais lui dire, peux-tu me donner un exemple ou bien une illustration simple pour que l'enfant comprenne mieux? Je valide. Il me dit, bien sûr, voilà, il va me donner un exemple. Imagine que tu as deux tirelires, la tirelire de l'épargne et la tirelire de l'investissement. Tirelire de l'épargne, père pauvre. Dis-lui, donc il me demande de dire que la tirelire de l'épargne est comme le père pauvre. Tu mets de l'argent dedans. Vous voyez le style même de phrase, hein, tu mets de l'argent dedans. Ça veut dire que le français est vraiment simplifié. Mais il reste là, sans rien faire. Il ne grandit pas beaucoup. Tout comme l'argent dans la tirelire de l'épargne, il ne rapporte pas beaucoup d'argent. Tirelire de l'investissement. En revanche, explique-lui que la tirelire de l'investissement est comme le père riche. Tu mets de l'argent dedans, mais au lieu de rester là, sans rien faire, cet argent est utilisé pour acheter des choses qui peuvent apporter plus d'argent. Cela peut être comme planter des graines dans un jardin. Ces graines grandissent pour devenir de grands arbres
qui donne beaucoup de fruits, donc l'argent à l'avenir. Expliquez-lui que dans la vie, donc il y a toujours la leçon. Vous voyez, donc quand il finit d'expliquer, il y a toujours la leçon, la morale. Explique-lui que dans la vie, nous devons trouver des moyens intelligents. Oh là là. C'est bon. Expliquez-lui que dans la vie, nous devons trouver des moyens intelligents d'utiliser notre argent, comme le ferait le père riche. Cela signifie parfois prendre des décisions courageuses, comme investir dans l'éducation, les entreprises ou d'autres choses qui peuvent aider notre argent à grandir et travailler pour nous. Cette illustration simple peut aider votre fils à comprendre la différence entre simplement économiser de l'argent et investir intelligemment pour l'avenir. Voilà ce que ça nous a donné. Il y a deux mains levées, je les interroge. Mouminatou, vous avez la parole. Très bien. Oui, Mouminatou? D'accord, donc, sœur Aimée. Oh là là, cette histoire de micro là, on dirait qu'on va verrouiller le micro de tout le monde, hein. Et puis celui qui Allô? veut parler va lever la main, on va l'interroger. Si on a une interférence, je ne sais pas que c'est ce qu'on va faire. Oui, sœur Aimée, allez-y. Oui, je me suis inscrite et puis je ne savais plus comment évoluer parce que j'ai GPT Speak to Test, Fine Tuning. Donc, je ne savais pas lequel choisir. D'accord, je crois qu'on va suivre pour le moment. Et puis après, vous allez faire pour vous. Sinon, vous risquez de rater ce que nous sommes en train de faire. Donc, suivez D'accord, donc jusqu'à je la vous fin. suis après. Je vais vous demander de partager votre écran et puis on va voir ce qui s'affiche chez vous. Merci Ah, beaucoup. Donc, je voilà. suis sur le portable et je suis en train de pratiquer sur l'ordinateur. Donc, où je fais une capture pour vous envoyer. Je vous recommande de suivre ce que nous sommes en train de faire et puis après, vous allez vous inscrire. L'inscription n'est pas compliquée. Maintenant, il faut comprendre Ok, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on lui pose des questions et tout ça. Si vous ratez ça et que vous êtes inscrite, je crois que vous aurez eu l'inscription, mais pas le contenu. D'accord. Donc, voilà comment est-ce que il nous a résumé avec des exemples. Comment vous trouvez ces exemples-là? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment simplifié? Est-ce que vous pensez que l'enfant peut comprendre? Oui, à mon avis, oui, l'enfant peut comprendre, à mon avis. D'accord, super. Donc, voilà l'un des exemples d'utilisation. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je lui pose des questions. La première fois, il ne va pas donner forcément des réponses que vous souhaitez, mais il faut nourrir la conversation et surtout lui donner beaucoup d'informations pour qu'il puisse affiner les réponses. Est-ce que c'est bon? On peut lui poser des questions sur l'actualité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que ce site va révolutionner l'informatique. Bon, c'est vrai, mais elle-même va faire battre de l'aile aux sites aux moteurs de recherche tels que les Google et autres. Parce que ici, vous lui posez des questions et il vous répond de de la belle des manières. Qui d'autre a un exemple d'utilisation qu'il souhaite ou bien quelque chose qui est compliqué pour lui? On va poser la question et vous allez voir. Et alors, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Ama. Moi, je vous suis depuis Lomé au Togo. D'accord. Merci pour la formation. Je me suis déjà fait inscrire sur ChatGPT et j'essaie de l'utiliser au quotidien. Ah, d'accord. Vous êtes Et habitué, allons-y. maintenant, oui, voilà. Les utilisations que j'en fais, c'est les questions-réponses concernant les tests et tout. Maintenant, je voudrais savoir si c'est possible avec ChatGPT de faire des images, les montages de vidéos et tout. Ça, je n'ai pas encore eu à
faire des recherches là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible d'abord et D'accord. comment ça se fait. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. ChatGPT est un robot conversationnel. Il ne délivre que du texte. Donc, il ne peut pas vous donner d'image, il ne peut pas vous donner de vidéo, il ne peut pas vous donner de son ou de quoi que ce soit. Tout ce qui sort de ChatGPT, ce n'est que du texte. Maintenant, ce texte-là peut être formaté. Par exemple, pour un informaticien qui veut écrire un programme, il peut utiliser ChatGPT pour écrire un programme. Là, par exemple, tu viens de me donner une idée. On va faire un programme peut-être en HTML comme lui, il est simple. Il comprend beaucoup de langages de programmation. Donc, je peux lui demander, je vais lui dire la situation même. Je suis en train de faire une formation sur ChatGPT. Je voudrais un exemple de code HTML. Pour ceux qui ne savent pas, HTML, c'est le langage qu'utilisent les navigateurs. Voilà, c'est ce qu'on prend pour coder les pages web. Donc, je vais lui demander de m'écrire un programme ou bien de me donner l'exemple. Je vais lui demander d'abord de me donner des exemples de programmes que je peux faire simplement et puis que je vais exécuter en direct. Vous allez voir. Si vous êtes d'accord avec, dites-moi que vous êtes d'accord. Là, on va entrer dans le cadre Oui, ça marche. pratique. Dans le cadre D'accord. pratique d'un informaticien qui utilise ChatGPT pour coder quelque chose. Donc, je voudrais un exemple de code HTML pour montrer aux participants. Pour montrer aux participants quelle cause, oui, ou bien quelle fonction allons-nous montrer? Je valide. Il me dit, bon, il a déjà créé le code. Oh, je voulais qu'il me liste d'abord. J'ai dit que je voulais du HTML, donc il a raison en réalité. Il me dit, chat, vous pourrez créer une interface de chat en utilisant HTML et JavaScript. Bon, moi, je ne... Bon, tout ensemble, donc c'est bon, ça peut passer. Et JavaScript pour intégrer ChatGPT dans une page web. Voici un exemple. Non, c'est pas ce que je veux. Ça, le code de ce qu'il m'a donné, c'est pour que je mette sur ma page pour pouvoir utiliser une partie de ce qu'il est en train de faire ici. C'est pas ce que je veux, donc je vais continuer. Ma... Je vais... Bon, j'arrête et puis je reprends. Donc, je vais continuer pour dire, je veux un programme basique. Je veux. Vous avez écrit je peux. Ah, ok. Je veux un programme basique. Comment faire des additions? Des additions. Comme faire des additions. Je lui donne ça simplement. Donc, voilà, il va me créer maintenant un programme qui va me permettre de faire des additions. Donc, il a fini d'écrire le programme. Il a fini de faire le programme. Je vais copier le code. Je vais ouvrir bloc-notes. Bon, ça, c'est parce que je sais comment est-ce qu'on fait, hein. Donc, je vais partager l'autre écran pour vous. Je lui partage cet écran. Donc, je viens coller tout ce qu'il a fait ici. Et puis, j'enregistre au format HTML. Donc, je fais enregistrer sous. Oui, je peux laisser sur le bureau.
Et puis, je mets exemple code. Et cette fois-ci, je fais .html. Je valide. Je vais aller regarder sur mon bureau où est-ce qu'il se trouve. Ici. Vous voyez, il ressemble à une page web. Je vais lancer. J'ai lancé. Vous voyez toujours mon écran, non? Est-ce que vous voyez mon écran avec mon programme? Oui. Oui, on nous voit. voyons. C'est bon. Voilà, on me dit interface number. Je mets un nombre 12. Et puis ici, je mets 2. Je décide de faire add. Ça me fait 14. Vous voyez, il m'a donné le résultat. Je change, je mets 23. Je mets ici 55. J'additionne, il me dit 78. Quand on regarde ici, on a 5 plus 3, ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait 8. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, ça fait exactement 78. Vous voyez ce code-là? Je vous assure que à l'école, c'est pas moins d'une année pour arriver à ce niveau-là. Pour celui qui a fait l'informatique, il pourra nous confirmer. Parce que vous voyez le code, il nous a ajouté non seulement du HTML. Déjà, à l'école, pour apprendre aux étudiants, c'est quoi HTML? Comment est-ce qu'on définit une page HTML? Comment on fait le head, le body, le ceci, le cela? Est-ce que notre informaticien est là? Est-ce qu'il peut confirmer ce que je dis ou bien peut-être que c'est moi qui me trompe? Bonsoir, coach. Oh, Mathieu, ça devient technique, hein? Non, Bonsoir, on va quitter la technique tout de suite. C'est juste pour vous montrer qu'on peut l'utiliser Ça dans devient très technique. D'accord. le langage. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. 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 Voilà, je confirme quoi? Je suis Kolibaroum, ingénieur en informatique depuis le Sénégal. D'accord. Voilà, et franchement, ChatGPT m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu mon master en physique-chimie. Après 2 ans, je me suis inscrit pour être ingénieur en informatique. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et ce que les gens faisaient en 3 ans, moi, je l'ai fait en 1 an et actuellement, je suis ingénieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, vous voyez, ce que je viens de faire là en quelques secondes, c'est quelque chose que à l'école, on fait, en tout cas, on dit dessus. On revient, on quitte le volet très technique informatique pour toucher un autre domaine. Très chère présidente Delphine, dites-nous, c'est quel domaine qui vous passionne? Monsieur Dongo. Oui, Tengue. C'est Monsieur Aboudou La Maroufou. décoration. D'accord, Delphine. Oui, Tengue, allez-y. Oui, je dis que c'est Monsieur Maroufou Aboudou depuis Parakou, au Bénin. Parakou, d'accord. Oui, je voulais savoir également si ChatGPT peut nous aider dans le domaine de la finance, spécifiquement en comptabilité. D'accord, finissons avec la décoration et puis on parle de votre cas. OK? Super. D'accord. Donc, dans la décoration. Décoration d'intérieur. Décoration d'intérieur. Quel genre de questions est-ce que je peux poser? Je réfléchis rapidement. Donc, dites-nous, quand vous êtes dans Comment décorer sa cuisine ou bien la baignoire ou le salon, la chambre. Voilà, quelles sont les couleurs? Comment décorer? Décorer. Une cuisine. Je lui pose la question comme ça. C'est une question d'ordre général. On nous dit 1, choix des couleurs, 2, matériaux et surface, 3, rangement intelligent, 4, éclairage, 5, décoration murale, 6, plantes et fleurs, 7, personnalisation. Et puis, on nous dit en fin de compte, la clé de la décoration d'une cuisine est de créer un espace fonctionnel et agréable où vous vous sentez à l'aise de cuisiner et de passer du temps. N'hésitez pas à expérimenter différentes idées et à adapter la décoration en fonction de vos goûts personnels. Donc, vous voyez, il m'a déjà, moi, par exemple, je ne m'y connaissais pas, mais là, j'ai déjà une structure. On parle de couleurs, optez pour les couleurs claires,
pour créer une sensation d'espace et de propreté. Utilisez des accents de couleurs vives pour ajouter de l'énergie à l'espace. Par exemple, des ustensiles de cuisine décorés, des rideaux ou des nappes. On nous dit en matériaux, il suffit de choisir des matériaux faciles à entretenir, comme le granit, le marbre ou le quartz. Pour les plans de travail, les carreaux de céramique ou de verre peuvent être utilisés pour les dossierets, pour ajouter une touche de couleur et de texture. Donc, vous voyez, il nous explique cela. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait, je vous assure que c'est déjà beaucoup ça. Oui. Et pour ceux qui sont dans le domaine, vous n'avez qu'à affiner. Si vous, par exemple, choix des couleurs, je vais lui dire, OK, je pense à mettre, je vais choisir une couleur qui n'est pas claire, puisque là, il nous demande une couleur claire. Donc, à mettre du rouge bordeaux, par exemple. Du rouge bordeaux comme couleur principale. Qu'en penses-tu? Bon, je voulais mettre qu'en pensez-vous. Bon, qu'en penses-tu? C'est la même chose. Qu'en penses-tu? Le rouge bordeaux est une couleur riche et audacieuse qui peut ajouter une touche de sophistication et de chaleur à votre cuisine. Voici quelques points à considérer lorsque vous choisissez le rouge bordeaux comme couleur principale. Les avantages du rouge bordeaux, il nous dit le rouge bordeaux élégante peut donner à votre cuisine une ambiance chic et luxueuse. Cette teinte de rouge évoque une sensation de chaleur, ce qui peut rendre votre cuisine accueillante et invitante. Le rouge bordeaux peut être associé, bon, ça, ce sont les points positifs. Point à considérer, compte tenu de sa profondeur, le rouge bordeaux peut rendre l'espace sombre s'il n'est pas bien éclairé. Assurez-vous d'avoir un bon éclairage dans la cuisine pour compenser cela. Côté contraste, pensez à ajouter des éléments de contraste pour éviter que la cuisine ne paraisse trop monotone. Par exemple, des comptoirs et des armoires de couleur claire peuvent bien se marier avec les murs rouge bordeaux. Proportion. Utilisez le rouge bordeaux avec modération. Une petite touche de cette couleur peut avoir un impact significatif. Peut-être envisager de l'utiliser pour un mur d'accent ou pour des accessoires de cuisine. Je lui dis, OK, j'ai compris, je veux qu'il me fasse des propositions pour des couleurs de contraste. Donc, OK, je comprends. Fais-moi des propositions de couleurs pour le contraste. Pour le contraste. Je lui pose la question. Bien sûr, donc il me dit rouge bordeaux et blanc, rouge bordeaux et gris clair, rouge bordeaux et bois naturel, rouge bordeaux et vert olive, rouge bordeaux et or. Et il explique pour chaque catégorie. Si je prends rouge bordeaux et or, utilisez le rouge bordeaux comme couleur principale, ajoutez des touches d'or avec les poignées de la porte, des robinets ou des luminaires. Le doré ajoute une touche d'élégance et de glamour, créant un contraste lumineux avec le rouge bordeaux. Si je veux prendre le vert olive, utilisez le rouge bordeaux pour les murs ou les armoires, adoptez des accents vert olive avec des accessoires de cuisine, plantes. Le vert olive crée un contraste terreux qui apporte une sensation de fraîcheur et d'espace. Pour vous qui êtes spécialiste dans le domaine, est-ce que vous pensez qu'on a beaucoup d'informations ici qui peuvent vous aider? Est-ce que vous pensez qu'il a bien réussi? Oui, il y a beaucoup d'informations, oui. Super. Beaucoup d'informations utiles, oui. Merci beaucoup. On va donc passer à celui qui avait parlé de comptabilité. Est-ce qu'il est encore avec nous? Oui, monsieur Dongo, je suis avec vous. Oui, quelle était votre préoccupation? J'avais demandé si Chat GPT
pourrait être utile pour les financiers comptables. Je prends par exemple un exemple, l'écriture comptable de l'achat d'un véhicule tout neuf. Écriture comptable, si le chat GPT pourrait nous aider à passer une écriture, par exemple. Une écriture comptable pour l'achat d'un véhicule neuf. C'est cela? Oui, c'est bien ça. Je lui lance la requête et on va voir ce qu'il va dire. Lorsque vous achetez un véhicule neuf pour une entreprise, vous devez enregistrer cette transaction dans vos écritures comptables. Voici comment passer l'écriture comptable pour l'achat d'un véhicule neuf. Achat d'un véhicule. Supposons que le coût total du véhicule neuf soit de 30 000 € hors taxe. Pour l'achat du véhicule, débit du compte véhicule, on met ça dans le compte d'actifs. Pour le coût total du véhicule, soit 30 000 €. Crédit du compte fournisseur, ça, on est au passif. Ou banque, si vous payez comptant pour le même montant. Donc, du coup, voilà l'écriture comptable. On a un début ici, les 30 000 €, un crédit, les 30 000 € avec le compte du fournisseur ou de la banque créditée et le débit pour le véhicule. Il nous dit de TVA sur l'achat. Si vous devez payer la TVA sur le véhicule, ce qui est généralement le cas, vous devez également enregistrer cette taxe. Supposons que la TVA soit de 20% du prix d'achat, c'est-à-dire 6 000 € par exemple. Vous allez passer l'écriture comptable de la taxe ici et puis l'écriture comptable au crédit aussi pour pouvoir équilibrer notre balance. Amortissement. Un véhicule est généralement considéré comme un actif immobilisé et doit être amorti sur plusieurs années. Consultez un comptable ou un professionnel des finances pour déterminer l'amortissement approprié en fonction des lois fiscales de votre pays. Quel est votre pays? Je suis au Bénin. Si jamais les choses n'ont pas changé et que ça reste la même depuis longtemps, on va lui dire pour l'amortissement, il faut considérer le Bénin comme pays. Il nous dit en général, l'amortissement, il dit quoi? Les règles comptables fiscales, y compris les taux d'amortissement, peuvent varier d'un pays à l'autre, y compris au Bénin. Il est donc crucial de se référer. Je vais lui demander, connais-tu la fiscalité du Bénin? Ma connaissance s'arrête en 2021. Oui, ça aussi, c'est un peu le problème de ChatGPT. C'est que sa base de connaissances, quand j'ai fait le parallèle avec l'humain, j'ai dit qu'on se référait à ce qu'on savait. Tout ce que ChatGPT sait se limite à septembre 2021. Donc, à partir de septembre 2021 jusqu'à maintenant, ChatGPT ne sait pas. Donc, si je pose une question qui est ce qui s'est passé après septembre 2021, en 2022 ou en 2023, il ne sait pas. Mais là, vous voyez que comme je pose les questions, il ne retrouve pas. Ça veut dire qu'il n'a pas les lois fiscales du Bénin. Il ne connaît pas les lois fiscales du Bénin. Mais pour ce qu'il sait, il nous a donné. Donc, pour celui qui avait posé la question, est-ce que vous avez, quand vous regardez les réponses, ça répond un peu à ce que vous souhaitez? Exactement, monsieur Tango, exactement. Super, super. Mais si vous posez des questions, comme par exemple sur les lois ou quoi que ce soit, généralement, comme ça ne change pas. Si vous lui demandez, il peut connaître. D'accord. C'est bien noté. Merci pour votre éclaircissement. Merci beaucoup. Qui d'autre a un exemple d'utilisation? Je vois que nous sommes 71 personnes, nous sommes nombreux. C'est bon, mais en même temps, il n'y a pas trop de questions. Vous pouvez poser la question ici dans le chat. Nous allons voir et puis vous répondre. Si vous avez des contributions aussi, bien sûr, vous pouvez les faire.
Moi, j'ai une question. Allons-y. Oui, tel que on l'a fait pour le livre de Robert Kiyosaki. Oui. Si j'ai un livre à résumer, est-ce que je peux faire la requête à ChatGPT pour me venir en aide? Parfaitement. Ah, d'accord. On peut essayer ou bien? Oui, allons-y donc. Donnez le nom du livre. Et Daniel, le Overcoming. Il faut que ça soit un livre connu, hein. Si c'est un livre qui n'est pas connu. Mais on va lui demander quand même, puisque je ne connais pas sa base de connaissances. Mais généralement, les livres connus, les livres internationaux, il les connaît. Donc, si vous prenez un livre comme La puissance de la pensée positive, je pense qu'il connaît. Parce que c'est un livre qui est sorti il y a longtemps et c'était un best-seller au niveau international. Ah, d'accord. Monsieur le formateur, Ok, je vois l'homme le plus riche de Babylone dans le chat. Oui, mais laissez-la donner son livre pour voir. Oui, vas-y. Donnez votre livre, sœur Aimée. Sœur Aimée. D'accord, je crois qu'elle est partie. Donc, je voudrais que tu me résumes, ou bien raconte-moi l'histoire de l'homme. Raconte-moi l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone. Monsieur le formateur, après, il y a Dieudonné Lanviwanou qui a levé la main depuis plusieurs minutes déjà. Ah, d'accord, désolé, je n'avais pas fait attention. D'accord. Donc, et nous, il est en train de nous faire le résumé, de nous raconter l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone. Un livre écrit par Georges Clason, publié pour la première fois en 1926. C'est un ouvrage classique sur les principes de la gestion de l'argent et de la prospérité financière, bien qu'il soit sous forme de paradoxe, de paraboles et d'histoires, les leçons tirées du livre sont toujours pertinentes aujourd'hui. Le livre se déroule dans l'ancienne Babylone, l'une des villes les plus riches et les plus prospères de l'histoire antique. Il met en scène les personnages tels que, bon, on ne va pas tout ça. L'histoire se concentre sur les principes financiers de base et prodigue des conseils sur la manière de gérer l'argent. Il nous dit de se payer d'abord, de faire fructifier votre argent, d'éviter les dettes successives, de prendre des conseils avisés et de profiter de votre investissement. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai déjà eu à suivre plusieurs résumés et je pense que c'est bien ce qui est mentionné. Je vais demander à Najen de nous confirmer si c'est bien le contenu. Il ne répond pas. En tout cas, pour qui l'a lu, qui a déjà lu le livre, soit en livre audio ou bien en livre PDF ou physique. OK, je vois qu'il confirme que c'est oui. C'est bien cela. On va donner la parole à Dieudonné. Oui, allô. J'avais levé la main là, tout à l'heure parce que c'est pour compléter quelque chose par rapport à notre ami togolais qui demandait la création des images et autres, si ChatGPT pouvait le faire. Je ne sais pas si vous me recevez. Je vous reçois 5 sur 5. Oui, allez-y avec la contribution. D'accord. En réalité, avec ChatGPT, il peut le faire, mais avec des prompts. Il va demander à ChatGPT de formuler des prompts. Il va donner, par exemple, je veux un vieillard qui raconte des histoires à ses petits-enfants, de me former un prompt
Et ChatGPT va former le prompt qu'il va copier et mettre sur d'autres IA comme par exemple Midjourney et qui va lui procurer, qui va lui formuler, comment on appelle, l'image dont il a besoin. Voilà, c'était juste la contribution. Merci beaucoup pour la contribution. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Avant qu'on aille plus loin, Oui. un prompt, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Il a parlé de prompt. Oui, c'est lui qui est venu mélanger l'histoire. Je n'avais pas voulu parler de ça. Le prompt, en fait, c'est une requête. Ce que j'ai écrit ici, là où il a envoyé message, en réalité, ce sont des prompts. Le prompt, c'est l'instruction, voilà. L'instruction qu'on donne à l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est un prompt. Il y a d'autres sites d'intelligence artificielle qui génèrent des images. Comme il a eu à le dire, on a le plus célèbre qui est Midjourney. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vais quand même montrer à quoi est-ce qu'il Midjourney. Donc, Midjourney est un site d'intelligence artificielle qui génère des images. Nous en avons plusieurs, hein, mais celui-là est beaucoup. Je sais même qu'il y a ChatGPT c'est-à-dire OpenAI qui a fait sortir comment est-ce qu'on dit, mais son intelligence artificielle d'images hein, qu'on appelle DALI. Donc ici, Midjourney, je crois que join the beta, c'est par ici qu'on entre. Ce sont des salles où chacun, en fait, écrit ce qu'il a à dire, à poser comme requête pour que l'intelligence artificielle génère l'image. Donc, ce que vous voulez comme image, vous devez décrire l'image. Vous devez décrire l'image. Vous décrivez l'image, je veux un homme, je veux ceci, je veux qu'il ressemble à ceci ou à cela. Et puis, l'intelligence artificielle va générer l'image. Cliquez sur le plus gros animal. Bon, avant, c'était pas compliqué comme ça pour se connecter, hein. Au fur et à mesure, il renforce. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces images-là, ce sont des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des prompts que les gens ont écrits pour pouvoir avoir accès à tout cela. Donc, considérez que de façon claire, un prompt, c'est une instruction qu'on donne à l'intelligence artificielle pour créer quelque chose. Donc, ceci que vous voyez, c'est une suite d'informations. Je veux une maison, je veux que la maison soit en blanc, dans un endroit vert, dans une brousse, il faut qu'il y ait des fleurs, il faut qu'il y ait un arbre. Vous voyez, donc vous décrivez ce que vous voulez exactement. Donc, cette façon de décrire-là, puisque c'est du texte que vous écrivez, ce texte-là, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer ce texte-là que vous allez venir ici dans Midjourney pour pouvoir générer votre image. Mais il y a une intelligence artificielle de ceux qui ont créé ChatGPT, OpenAI, qu'on appelle DALI. C'est comme ça que ça s'écrit. DALA et puis E. Vous voyez, il y a le logo de OpenAI. Donc, vous venez sur DALI et puis vous faites try DALI. Bon, moi, je ne me suis pas inscrit je ne me suis pas encore inscrit sur DALI. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, c'est bon pour le prompt. Je vais vous donner un exemple. Comme tout le monde est Toastmaster ici, à part deux ou quelques rares personnes, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider dans les discours.
Comment? Qui veut me donner un thème de discours? Oui, Mominatou, vous avez levé la main. Quelle est votre préoccupation? Oui, Monsieur Dongo, je vais vous laisser continuer pour venir à la fin. D'accord. Oui, Merci. qui veut me donner une idée de discours, un thème? Hein? Moi, par exemple, le don de soi. Le don de soi. Donc, je veux faire un discours structuré pour, sur le thème, sur le don de soi. Aide-moi. Voici ce qu'il me propose. En introduction, accroche, commencez par une citation, une anecdote ou une question qui pique la curiosité de votre auditoire. Sujet, présentation du sujet. Expliquez brièvement ce que signifie le don de soi et pourquoi c'est un sujet important à discuter. Et puis, présentez votre thèse sur le message principal. Et nous dit, dans le corps du discours, on va définir le don de soi. On va donner l'importance du don de soi dans sa communauté ou bien pour l'individu et pour l'individu. Chercher des exemples inspirants pour le don de soi. Et puis, dépasser les obstacles. Après, on fait une autre conclusion, on passe à l'action. Vous voyez que là, il me donne une structure et il m'aide même dans le contenu. Là, par exemple, il dit exemple inspirant. Je vais lui dire, donne-moi des exemples inspirants. Je n'en connais pas. Donc, dans la partie exemple inspirant, je veux qu'il me donne des exemples. Il me dit Mère Teresa, l'œuvre de charité, ou bien je prends Malala Yousafzai, droit de l'homme, Malala, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, s'est battue pour les droits des filles et l'éducation au Pakistan, même après avoir survécu à une tentative d'assassinat par les talibans. Elle a fondé le Malala Fund pour promouvoir l'éducation des filles à travers le monde. On a Oscar sur le sauvetage juif. Il a sauvé la vie de plus de 1200 juifs polonais pendant l'Holocauste. Nelson Mandela, lutte contre l'apartheid, ça vous connaissez. Rosa Parks, lutte pour les droits civiques, vous connaissez. Abdul Sattar, fondateur de la fondation EDI. On dit c'est un philanthrope pakistanais, œuvre caritative, des services médicaux. Il offre des services médicaux et d'éducation. On a Anna Taylor. Lui, il a fondé à l'âge de 8 ans pour aider les sans-abri au Canada. Donc, voici par exemple des exemples inspirants. Je peux lui demander de mieux documenter. Donc, je vais lui demander de me documenter même avec un nombre de mots. Oui, je peux dire documente-moi bien le cas, ou bien explique-moi bien. Explique-moi bien le cas, Anna. Je vais lui dire peut-être en 100 mots. Parce que ça fait partie du contenu du discours, donc je ne veux pas que ça soit trop long. Vous voyez, il me dit à fonder pour aider les sans-abri et tout. Je veux dire, avec persévérance et détermination, son initiative a grandi et dans des milliers de personnes vulnérables aujourd'hui est une voix puissante pour les sans-abri. OK. Ajoute quelques lignes de la vie, ou bien, oui, c'est ça, de la vie. Non, ajoute quelques lignes du pourquoi est-ce qu'il a créé cette fondation.
était-il lui-même un sans-abri? Je pose la question. A fondé, non pas parce qu'elle était, c'est une jeune fille, non pas parce qu'elle était elle-même sans-abri, mais parce qu'elle avait été profondément touchée en voyant un sans-abri à Winnipeg à l'âge de 5 ans. Elle a été bouleversée par la situation de cette personne et a décidé de faire quelque chose pour aider. Elle a créé pour résoudre aux besoins des sans-abri, leur fournissant de la nourriture, des vêtements et des abris. Son désir de faire la différence et de sensibiliser les autres à la cause des sans-abri l'a motivé à lancer cette initiative philanthropique, montrant ainsi qu'une personne, peu importe son âge, peut avoir un impact positif dans la vie des autres. Vous voyez, dans un discours, si je donne cet exemple-là, je sors du commun. Parce que tout le monde chez nous ici connaît les cas, par exemple, de Nelson Mandela, de Rosa Parks ou bien de Mère Teresa. Donc, aller prendre un exemple quelconque, enfin, autre, me permet de me distinguer, par exemple. Donc, vous voyez, je vais lui poser des questions sur chaque partie. Là, par exemple, il a fini de me donner la partie exemple inspirant. Si j'estime que don de soi, je ne sais pas, c'est quoi? Je peux lui demander, donne-moi la définition du don de soi. Et je valide. Le don de soi, souvent appelé altruisme, est l'acte volontaire et désintéressé de consacrer son temps, son énergie, ses compétences ou ses ressources matérielles au service des autres, sans attendre de récompense ou de bénéfices personnels en retour. C'est un geste généreux et empathique qui vise à améliorer la vie d'autrui, à soulager la souffrance ou à contribuer au bien-être de la communauté ou de la société dans son ensemble. Le don de soi peut prendre de nombreuses formes, telles que le bénévolat, le soutien émotionnel, les actions philanthropiques ou tout autre acte visant à aider les autres et à apporter un impact positif dans le monde. Est-ce qu'on a vu un peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour un discours? Oui, très cher Arlette, prenez la parole. Merci, Dongo. Justement, par rapport au discours ou même à d'autres choses, en dehors des définitions, est-ce que ChatGPT ne va pas nous donner à nous tous la même réponse si nous posons la même question? Non, la réponse est non. Nous n'aurons pas les mêmes réponses. Je recopie même la même question qu'elle a et puis je lui donne, on va voir s'il va nous sortir la même réponse. Allô, je peux? Oui. Oui, je vais répondre à sa question par non, parce que j'ai essayé de mettre dans ma messagerie aussi la même question, mais je n'ai pas les mêmes réponses. Voilà. Vous n'avez pas les mêmes Moi, réponses. ce que j'ai remarqué, pardon, ce que j'ai remarqué chez moi-même, effectivement, quand je pose 2, 3 fois la même question, les réponses sont différentes, mais je me dis que c'est parce qu'il se dit que la réponse n'a pas été satisfaisante que la tournure est différente. Mais sur moi, mon ordinateur, si je pose la question, par exemple, résume-moi un livre précis, donc on pose la même question, une autre personne pose la même question, est-ce que les 3 réponses seront différentes? Mais sinon, dans le même chat, effectivement, c'est différent. Ça, je l'ai expérimenté. Les réponses seront différentes. Le contenu sera sûrement le même parce que si on demande un livre comme ce que nous avons fait, le contenu du livre ne change pas. Si on parle du livre L'homme le plus riche de Babylone, c'est les mêmes choses qu'il va dire. Il faut se payer soi-même, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est exactement le même contenu, mais la façon de dire va être différente. D'accord. Voilà. Poser si je comprends bien, la même question, 100 personnes posent la même question exactement, les 100 réponses seront différentes. D'accord, merci. Oui, très chère Yvonne. Oui, merci, cher formateur. Concernant l'utilisation de cette solution-là pour le discours et également en rapport avec la question que Arlette Tapé vient de poser,
je voulais juste dire que bon, c'est vrai qu'on pose des questions, on a des réponses et tout, mais dans un discours, je pense que chacun pourra y ajouter sa personnalité, on va dire. Bien Il sûr. n'est peut-être pas question de copier exactement, mais de se servir de ce qu'on a entendu. Donc, ça reste intéressant et les discours seront personnalisés comme on sait très bien faire au niveau des Toastmasters. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Mouminatou veut prendre la parole. Allez-y. Aujourd'hui, on a duré, hein. Il est 20h18. Oui, Monsieur Dongo. Oui. Ma préoccupation, c'est celle-ci. Et quand moi, je vais sur mon post et je me connecte avec OpenAI comme c'est fait, je n'ai pas les détails comme nous les avons avec toi. Qu'est-ce que vous appelez détail? Les détails, à ton niveau, c'est plus détaillé. Tout est écrit et puis tout sort. Chez moi, ça ne sort pas complètement. Il répond aux questions que vous posez. Oui. Là, par exemple, c'est détaillé parce que je lui ai posé des questions au préalable. Il sait, ce qui est bien, c'est que dans une même conversation, il se souvient de tout ce que vous avez dit. Donc, je lui ai parlé de discours, il sait que nous sommes dans un cas de discours. Je lui ai parlé de structure, il sait que nous sommes dans une structure. Et je prends chaque élément et puis je lui repose les différentes questions. Donc, il sait, il prend en considération le contexte. D'accord. Donc, si chez vous, vous venez d'ouvrir et que vous posez une question, il n'y a pas encore de contexte. Donc, au début, vous posez des questions de façon générale et puis au fur et à mesure, vous affinez. Voilà, si je dis ça, c'est pourquoi je le dis. Quand j'avais découvert ça, c'est dans cette année même, il y a environ 6 mois comme ça que j'ai découvert ça par le biais d'un proche. Et la personne me dit que ça dépend de l'achat que l'on fait, qu'il y a des options gratuites. Et avec les options gratuites, on n'a pas le détail de ce qu'on veut, comme si on s'était abonné. Est-ce que là, vous pensez que vous avez les détails que vous souhaitez dans ce que je suis en train de faire? Oui, à ton niveau, on a les détails, mais moi, je n'ai pas tous ces détails-là. Je suis dans la même version gratuite que vous. Je n'ai pas la version payante. Je remonte pour que vous puissiez voir. D'accord. C'est la même version que nous tous, nous avons. Je n'ai pas encore parlé de la version payante. Pour le moment, nous sommes tous, vous voyez, je suis au chat 3.5. C'est la version gratuite. La version payante, là, c'est 4. Donc, nous sommes à la version gratuite, nous tous. C'est la même chose. Tout dépend des questions que vous allez poser. C'est vous qui définissez. C'est une conversation que vous avez avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la formule gratuite qu'il ne vous répond pas bien. Il vous répond bien. D'accord. Pour l'utilisation que nous faisons ici, là, nous n'avons pas besoin, en fait, de la version payante. La version payante, ça va être pour ceux qui font des choses beaucoup plus compliquées. Bon. Oui, Prosper. OK. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Monsieur Dongo, et merci également à Mouminat. Je voudrais simplement souligner la manière dont vous posez les questions. C'est peut-être cela qui impacte les réponses, je ne sais pas, parce que j'ai remarqué, vous mettez « aide-moi, je n'en connais pas ». C'est-à-dire, après avoir posé la question, vous mettez un élément en plus. Je ne sais pas si c'est un impact sur sa manière de vous donner encore un peu plus de détails ou un peu plus d'informations au niveau des réponses. Bien sûr que ça va, c'est un peu comme vous êtes avec quelqu'un. Si vous lui posez une question, que vous ne lui dites pas que vous ne savez pas, il ne va pas considérer que vous ne savez pas, il peut considérer que vous savez et puis il vous donne l'information. Mais si vous lui posez une question, que vous lui dites que vous ne savez pas, il sait que vous ne savez pas. Donc, il va aller plus dans les détails parce qu'il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui ne sait pas. Je ne sais pas si on se comprend. Okay. Maintenant, si vous ne savez pas qu'il a répondu, à chaque moment, vous pouvez lui demander d'affiner. Au tout début, si vous étiez là, j'ai même demandé à ce qu'il rephrase de sorte à ce qu'on atteigne le niveau de compréhension d'un enfant. Je peux lui demander même ici,
de parler dans un langage soutenu. OK, pour la réponse, je serai en face de personnes adultes et des hauts cadres. Donne-moi une, ou bien, donne-moi une, ou bien redéfinis-moi. Voilà. Redéfinis-moi cela. Et dit, le don de soi dans le contexte des adultes et des hauts cadres se réfère à un acte altruiste ou délibéré, où une personne consacre volontairement son temps et ses compétences pour aider, souvent dans le contexte de bénévoles, patati patata. Hein, dans le monde professionnel, cela peut être traduit par le mentorat. Je veux dire, parle un langage plus soutenu. Merci beaucoup et merci pour ces astuces qui affinent encore les choses. Je lui ai demandé de parler un langage plus soutenu. Il me dit, le don de soi revêt, vous voyez que le niveau de langage a changé, hein. C'est devenu maintenant revêt un caractère altruiste et délibéré. Il se manifeste par la volonté généreuse de consacrer son temps et ses compétences, ses connaissances ou ses ressources en vue d'aider autrui. Souvent, dans un contexte bénévole ou philanthropique, cet engagement désintéressé envers le bien-être d'autrui se distingue par son absence d'attente et de rétribution ou de bénéfices personnels. Dans un contexte professionnel, cela peut également se traduire par le mentorat, le partage d'expériences ou le soutien aux collègues, contribuant ainsi à instaurer une culture d'entraide et d'échange de connaissances au sein de l'organisation. Vous voyez que le niveau de langage a un peu plus changé parce que je lui ai demandé, je peux lui demander d'aller un peu plus haut. Je peux lui dire que je parle à des experts francophones, donc il faut que j'ai des mots pour les emblaver. Si je lui dis, il va le faire. Je le dis. Il y aura des docteurs en français dans la salle. J'ai besoin que tu y mettes des mots pour les emblaver. Des mots rares. Bravo, merci. Comme j'ai déjà validé. Donc, certainement. Et dit, voilà, distingué docteur en français honorable, membre de l'Assemblée, il me tient à cœur aujourd'hui. Bon, ça, il est en train de faire le discours. Aujourd'hui, un concept d'une profondeur et d'une noblesse incommensurable, le don de soi. Au-delà des mots, cet acte d'une générosité éthérée où l'âme se déploie avec altruisme, c'est cette dévotion désintéressée, cette offrande généreuse de transcender l'ego qui nous rassemble ici. Le don de soi dans son essence éclot tel un édifice de bienveillance érigeant des ponts entre les cœurs humains. Je vous assure que moi, je ne comprends pas tous ces Français-là. C'est vraiment le niveau doctorat. Dans le firmament de l'altruisme, le don de soi brille comme une étoile guidant les âmes vers un monde où l'empathie et la compassion sont les boussoles de l'humanité. C'est une démarche où chaque geste, chaque mot est tissé avec soi, avec la soie de bonnes intentions, unissant les destins dans une symphonie harmonieuse. Vous voyez, il y a plusieurs figures de style aussi. Permettez-moi de souligner que ce noble acte trouve sa place au-delà des contingences matérielles. Il se manifeste dans les actions désintéressées des bénévoles, dans le partage inestimable du savoir des uns vers les autres, dans la philanthropie d'âmes généreuses. Il se propage illuminant l'obscurité de l'indifférence et insuffle vie dans les rêves oubliés. Bon, je crois que je vais arrêter là.
Donc, vous avez compris. Je lui ai demandé d'aller à un niveau vraiment où le français qu'il parle là, un profane ne peut pas comprendre. Et là, moi, je pense qu'un profane ne peut pas comprendre Français ce soutenu. langage-là. Ou bien, je me trompe. Non, c'est clair, terme, donc c'est vraiment clair. Voilà. Donc, c'est un peu sur... Voilà. Maintenant, terme, donc, en fait, je suis arrivé un peu en retard, j'avais un souci de connexion là. Je voulais juste demander, j'ai téléchargé l'application et puis j'ai suivi la formation, Vous ne mais téléchargez pas. Vous vous inscrivez. C'est en ligne. On ne télécharge pas. C'est en ligne, on ne télécharge pas. Donc, vous mettez ChatGPT seulement. Le propriétaire, c'est OpenAI, c'est tout. Vous voyez mon URL ici. Vous mettez ça simplement chez vous là-bas, ça va sortir. Vous vous inscrivez et puis Attendez, je regarde. D'accord, d'accord. Ok, je mets ça comme ça. Et puis, je m'inscris simplement. Oui, vous vous inscrivez simplement. J'ai une amie qui D'accord, donc a posé une question. à chaque fois, si je vais faire, c'est la même chose. Hein. À chaque la même fois chose. que je vais faire des... Vous êtes inscrit une seule fois, c'est tout. Si vous changez d'ordinateur, on va vous demander de vous connecter, c'est tout. Sinon, si c'est sur le même ordinateur, le même navigateur, moi, j'enregistre mes mots de passe. Donc, du coup, je n'ai pas besoin à chaque moment de venir taper un mot de passe. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Thème Dongo. J'ai une amie qui avait fait un test. Voilà la question qu'on lui avait demandé. Dans 7 ans, Bob aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 2 ans. Dans combien d'années aura-t-il 2 fois l'âge qu'il a en ce moment? Je vous assure que j'ai dû m'asseoir et puis faire écrire en tant que bon scientifique, faire mes équations jusqu'à ce que je trouve. J'ai copié les questions. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Là maintenant, ça fait quelques secondes que c'est affiché. On a 11 ans, on a 10 ans, on a 12 ans. Qui a la réponse? Delphine? Allez, je regarde. Non, on va poser la question à Diapiti. Oui, mais est-ce que tu as la réponse avant de poser la question? Non, je n'ai pas la réponse pour l'instant. D'accord. Attends que je vois. Est-ce que Anita a la question? Ou bien c'est Christian Toignon qui a la réponse, pardon? Non, je n'ai pas la réponse. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai dû calculer d'abord avant de trouver. J'ai calculé. Donc, j'avoue qu'à vue d'œil, je n'ai pas pu trouver en réfléchissant la réponse. On va poser la question à ChatGPT. Donc, je copie la question et puis je viens lui demander. Je fais copier-coller. Donc, dans 7 ans, Bob aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 2 ans. Dans combien d'années aura-t-il 2 fois l'âge qu'il a en ce moment? Je valide. Voilà, en quelques secondes, il a déjà commencé à écrire. Il est en train de nous faire les équations et il nous dit que la réponse, l'âge actuel, c'est 11 ans. Donc, ceux qui avaient choisi 11 ans ont la bonne réponse. Et il nous explique comment est-ce qu'il a trouvé. Soit X, l'âge actuel de Bob. Bon, ça, c'est le raisonnement mathématique, hein, c'est normal. Dans 7 ans, Bob aura X plus 7. Il y a 2 ans, Bob avait X moins 2. Donc, l'équation, on va rechercher le X. Donc, ça fait X plus 7 est égal à ceci. Bon, voilà. Et puis, il a calculé. Puisqu'il aura, on parle de 2 fois, c'est pourquoi ils ont multiplié le 2 par l'âge qu'il y avait il y a 2 ans. Donc, voilà plusieurs exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout de ChatGPT. Je crois que nous avons fini. Je vais arrêter. Monsieur Formateur, oui? Est-ce que ça ne rendrait pas, c'est vrai, c'est bien pour nous, mais nos enfants, est-ce que ça les rendrait pas paresseux sur les bords pour faire les exercices de mathématiques, par exemple? Merci. Si un élève a accès à ça, est-ce que il ne va pas adopter très souvent cette pratique et puis oublier même de faire ses calculs par lui-même? Merci, c'est une très bonne question. Et vous savez, tout ce qui est évolution. Monsieur le formateur, je peux ajouter quelque chose? Ajouter? Oui, je voulais dire que ce qu'il dit est vrai parce que nous avons ce problème avec nos étudiants.
au niveau des universités. Quand tu leur donnes aujourd'hui un devoir, Pour les mémoires, tout tout le ça. monde sur ChatGPT et puis ils te produisent ce qu'ils veulent. Même pour la recherche scientifique, c'est un problème au niveau où vous parlez. Donc, c'est vrai, ça nous aide, mais la contrepartie, c'est que ça rend paresseux. Les gens ne font plus d'efforts. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, très Merci. cher. C'est notre anglophone, notre professeur. Donc, merci beaucoup. Ce sont des remarques judicieuses et pertinentes. Effectivement, tout ce qui est avancée technologique a ce que l'on appelle le revers de la médaille. Vous savez, lorsqu'il y a eu au 15e siècle l'invention des imprimeries, avant, c'était des gens qui écrivaient les livres. Donc, ils écrivent, si on doit faire 10 copies, ils recopient, ils écrivent 10 fois pour faire 10 exemplaires. Lorsque ça a été fait, ça a tué tous ces emplois. Lorsque nous avons passé autour de 2000, à partir de 2005, où l'Internet est bienvenu, ce problème s'est posé aussi parce que les élèves, les étudiants pouvaient poser les questions dans les moteurs de recherche et puis avoir les réponses. Ce même problème se pose avec celui-ci, mais celui-ci est beaucoup plus intelligent. Là où on va peut-être attraper ceux qui trichent, ça sera au niveau surtout du niveau. Parce que moi, j'ai ma façon d'écrire. Yara a sa façon d'écrire. Isabelle a sa façon d'écrire. Jusque-là, ce que nous avons vu, c'est la façon d'écrire de ChatGPT, c'est-à-dire de l'ordinateur. Donc, du coup, si je ne fais pas moi-même un effort, si je n'écris pas d'abord, ou bien si je ne prends pas les grandes lignes de ce qu'il a fait pour que moi-même je recopie, on ne va pas reconnaître mon écrit. À la fin, lorsqu'il y aura, on va dire que c'est bon, mais quand on va vous prendre, que ce soit en mémoire et qu'on va vous poser des questions, mais c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien fait. C'est pareil pour les élèves. Ils ont accès, parce que c'est sur Internet et puis c'est ouvert à tout le monde. Ils ont accès. Mais c'est là, en fait, que s'ils ont accès et qu'ils ne prennent pas pour faire des recherches, mais qu'ils prennent pour tricher, parce que jusqu'à actuellement, même ChatGPT n'arrive pas à dire si c'est lui-même qui a écrit un texte ou non. Donc, ce problème-là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose sur lequel les différents scientifiques sont en train de réfléchir. Je ne sais pas quelle solution est-ce qu'ils vont trouver, mais pour nous, il faut l'utiliser, j'ai envie de dire, sur le côté positif. Même si vous le prenez, je souhaite, en fait, je suggère que vous l'utilisez en tant que support. Mais si c'est lui qui fait tout et que vous ne faites rien, c'est vrai, peut-être qu'on va vous donner les prix, les récompenses. Mais le jour où vous serez mis au pied du mur, c'est là que vous allez vous rendre compte que votre chute sera, j'ai envie de dire, fatale ou bien dangereuse. Oui, Anita a levé la main.